Bonjour à tous et bienvenue à ce 7e cours sur le travail et l'énergie, vidéo numéro 38. Nous allons étudier aujourd'hui la collision de particules accompagnée de quelques exercices corrigés. Collision de particules. Un système subit un choc si les vitesses de ces éléments ont eu des variations considérables entre deux instants, avant et après le choc, de telle façon qu'il y ait un échange de quantité de mouvement et d'énergie cinétique entre les différents éléments. Conservation de la quantité de mouvement, c'est ce que nous allons exploiter dans ce cours. Soit P1 et P2 les quantités de mouvement de deux particules avant la collision, P'1 et P'2 les quantités de mouvement après le choc. Le système est supposé isolé, donc on peut appliquer le principe de la conservation de la quantité de mouvement. Les effets mutuels échangés entre les deux particules de masse M1 et M2 se produisent dans une région très limitée de l'espace et très petite, très réduite. C'est pour cela que nous disons qu'il s'agit d'un choc ponctuel. Voyons d'abord le choc élastique. Définissons-le. Le choc entre deux particules est élastique si la quantité de mouvement et l'énergie cinétique sont conservées au cours du choc. Les particules ne s'unissent pas après le choc. Donc, si on applique le principe de la conservation de la quantité de mouvement avant le choc des deux particules est égale à la quantité de mouvement des deux particules après le choc. Donc, il y a conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de quantité de mouvement. En fonction de la vitesse, donc M1V1 plus M2V2 égale M1V'1 plus M2V'2. Notez bien le caractère vectoriel de ces deux équations. Si on note l'énergie cinétique avant le choc par EC et par E'C, l'énergie cinétique après le choc, et en se rappelant l'expression que nous avons déjà démontré que EC est égal à P au carré sur 2M, on peut écrire EC égale E'C, donc il n'y a pas de variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire P1 au carré sur 2M1 plus P2 au carré sur 2M2, ça c'est l'énergie cinétique avant le choc, c'est égal à l'énergie cinétique après le choc, c'est-à-dire P1' au carré sur 2M1 plus P'2 au carré sur 2M2. En fonction de la vitesse, 1 demi de M1V1 au carré plus 1 demi de M2V2 au carré, c'est égal à 1 demi de M1V'1 au carré plus 1 demi de M2V'2 au carré. On remarque que les vitesses changent, mais l'énergie cinétique reste constante, avant et après le choc. Notez bien ici le caractère scalaire des trois dernières équations, c'est-à-dire celle-là, celle-là et celle-ci. Par contre, ces deux équations ont un caractère vectoriel. Les équations 1 et 2 suffisent pour résoudre n'importe quel problème relatif au choc entre particules, comme nous allons le voir dans des exercices. On voit là le premier exercice. Un projectile de masse 800 grammes se déplace sur une droite horizontale à la vitesse de 1 mètre par seconde pour atteindre une cible au repos de 800 grammes. La cible touchée se met en mouvement suivant une direction faisant un angle de moins 30 degrés avec l'horizontale. Petit a, déterminer la direction et le module de la vitesse du projectile après le choc. Et B, déterminer l'intensité de la vitesse de la cible après le choc. Voici l'énoncé en arabe, et je vous rappelle que tous les cours en langue française sont aussi disponibles en langue arabe. Corrigé. Petit a, détermination de la direction de la vitesse du projectile et calcul de son module. Donc pour ce faire, cette petite figure nous résume l'énoncé. Avant le choc, on avait
le projectile qui a une quantité de mouvement P1, il heurte la cible. Après le choc, nous aurons deux quantités de mouvement, celle du projectile et celle de la cible. Donc, on peut utiliser ici le principe de la conservation de la quantité de mouvement. P1, c'est égal à P1 plus P2, mais vectoriellement. Donc, on exprime ici l'énergie cinétique, conservation de l'énergie cinétique, P1 au carré sur 2M1, c'est égal à P'1 au carré sur 2M1 plus P2 au carré sur 2M2. Sachant que M1 égale M2, et on pose que c'est égal à M, on peut simplifier par 1 sur 2M, ce qui nous donne P1 au carré égale P1' au carré plus P2 au carré. Remarquez ici cette relation, bien sûr, elle ne dérive pas de celle-là. Ça, c'est une équation vectorielle, ça, c'est une équation scalaire. Elle nous renseigne sur quoi? Ça nous rappelle l'expression ou la relation de Pythagore, ce qui veut dire que ce triangle-là est rectangle au point A. Si ce triangle n'était pas rectangle, on n'aurait pas retrouvé cette expression. Le triangle AOB est rectangle, ce qui implique que le quadrilatère que nous avons ici est un rectangle. Ceci dit, on peut reproduire le schéma ici. Ça veut dire que alpha plus bêta, c'est égal à 90 degrés. D'où alpha égale 60 degrés. Donc là, on peut déterminer la direction de la vitesse du projectile. Il fait un angle de alpha égale 60 degrés avec l'horizontale vers le haut. Ça, c'est la direction. Pour le module, il suffit de remarquer que cosinus alpha est égal à P'1 côté adjacent sur l'hypoténuse P1. C'est-à-dire MV'1 sur MV1 en simplifiant par M, on va obtenir V'1, c'est égal à V1 cosinus alpha. Application numérique, V'1 c'est égal à 0,5 mètres par seconde. Deuxième question, calcul du module de la vitesse de la cible. On connaît sa direction, elle fait moins 30 degrés avec l'horizontale. Donc, quelle est sa vitesse? Cosinus moins 30 degrés, là aussi, c'est égal à MV2, côté adjacent MV2 pour P2, sur MV1. En simplifiant par M, donc c'est égal à V2 sur V1, d'où V2 égale V1 cosinus moins 30 degrés. On sait que cosinus moins 30 degrés c'est égal à cosinus 30 degrés, donc il n'y a pas de signe négatif dans le résultat. V2 c'est égal à 0,87 mètres par seconde. Donc, nous avons bien répondu aux deux questions. Passons maintenant au choc mou. Définition. Le choc entre deux particules séparées est dit mou si elles s'unissent après le choc pour former un seul corps. Les deux particules auront la même vitesse après le choc. Dans ce cas, si P1 et P2 sont les quantités de mouvement des deux particules séparées avant le choc, et P la quantité de mouvement des deux particules unies après le choc, nous pouvons écrire alors P1 plus P2, ça c'est la quantité de mouvement des deux particules avant le choc, c'est égal à la quantité de mouvement des deux particules qui sont unies après le choc. C'est égal à une constante. Là aussi, il y a conservation de la quantité de mouvement. Au point de vue énergie cinétique, cette relation est vérifiée. L'énergie cinétique avant le choc est égale à l'énergie cinétique après le choc. Donc là aussi, il y a conservation de l'énergie cinétique en fonction de la vitesse. Voilà ce que nous aurons. Et directement cet exercice. Une particule de masse 5 kg
se déplaçant à la vitesse de 20 mètres par seconde entre en collision perpendiculairement avec une autre particule de masse 6 kg qui se déplaçait à la vitesse de 15 mètres par seconde. En considérant le choc mou, quelle est la quantité de mouvement du système? Calculez la vitesse des particules après le choc. Vous avez à côté l'énoncé en arabe, le corriger. Calcul de la quantité de mouvement. En appliquant le principe de la conservation de l'énergie cinétique, en supposant que le système est isolé, P1 au carré sur 2M1 plus P2 au carré sur 2M2, ça c'est la quantité de mouvement, l'énergie cinétique avant le choc, c'est égal à l'énergie cinétique après le choc. Donc c'est P au carré sur 2, et on fait la somme des deux masses, puisque les deux particules s'unissent. D'où P au carré, donc de là on tire directement P au carré, c'est égal à M1 plus M2, après avoir simplifié par 2, facteur de M1 V1 le tout au carré sur M1, plus M2 V2 le tout au carré sur M2, ce qui nous donne, là on simplifie par, on réduit, bien sûr on simplifie ici par M1 et ici par M2. Voilà ce qu'il nous reste, M1 plus M2, ici il nous reste M1 V1 au carré, et là il nous reste M2 V2 au carré. P c'est égal donc à la racine carrée de cette expression-là. Application numérique, P égale 192 kg/mètre par seconde. Faites bien attention aux unités. Une grandeur physique sans unité n'a pas de sens. Calcul de la vitesse. Maintenant, P égale M1 plus M2 fois V. Donc V des deux particules associées, c'est égal à P sur M1 plus M2, ce qui nous donne V égale 17,45 mètres par seconde. Passons maintenant à un exercice plus conséquent. 3 billes de masse M1, M2, M3 reposent dans une gouttière horizontale, parfaitement lisse, donc il n'y a pas de frottement. La bille M1 est poussée avec une vitesse initiale dans la direction de la bille M2, qui à son tour, et après le choc avec M1, roule dans la direction de M2 et la heurte. En considérant les premiers et deuxièmes chocs parfaitement élastiques, quelle doit être la valeur de la masse M2 pour que la bille M3 acquiert une vitesse maximale après que la bille M2 l'ait percutée? En déduire la valeur de cette vitesse maximale. En voici l'énoncé en arabe. Et passons au corrigé. Première collision, c'est entre M1 et M2. Donc on va calculer la vitesse acquise par la bille M2. Appliquons là aussi le principe de la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique. Avant le choc, on avait la vitesse de M1 horizontale, puisque la gouttière est horizontale. Après le choc, M1 aura une vitesse V'1 et M2 aura une vitesse V2. Remarquez que les vitesses V1, V'1 et V2 ont la même direction, puisque toutes les billes en mouvement se déplacent horizontalement dans la gouttière qui est, elle, horizontale. Donc, appliquons le principe de la conservation de la quantité de mouvement, M1V1, c'est égal à M1V'1 plus M2V2. Et tout ça, c'est vecteur réellement et non pas des valeurs scalaires. Donc, nous aurons M1V1, c'est égal à MV'1 plus M2V2. Pourquoi? Comment je me suis débarrassé du vecteur? Puisque tous les vecteurs ont la même direction, donc cette écriture est équivalente à celle-là. M1V'1, donc c'est égal à M1V1 moins M2V2. Ça, c'est l'équation 1. Ici, j'applique le principe de la conservation de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique initiale est égale, avant le choc,
est égal à l'énergie cinétique après le choc. Ce qui me donne, après avoir simplifié par 2, M1V'1 au carré, c'est-à-dire ça, c'est égal à M1V1 au carré moins M2V2 au carré, équation 2. Donc là, j'ai un système de deux équations, mais seulement à deux inconnus. Les deux inconnus sont V2 et V'1. Donc c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient pour en déduire V2. Personnellement, j'opte pour cette méthode. Donc j'élève 1 au carré. Donc j'aurai M1 V'1, M1 au carré V'1 au carré. C'est égal au deuxième membre de cette équation au carré. Donc ici j'ai A moins B au carré. C'est A au carré plus B au carré moins 2 fois AB moins 2 M1 M2 V1 V2. Équation 3. Je multiplie la deuxième équation par M1. Tout ça pour avoir dans le premier membre de chacune de ces deux équations M1 carré V'1 carré. Je l'ai ici et je vais l'avoir ici. Donc en multipliant l'équation 2 par M1, j'aurai M1 au carré V'1 au carré. C'est égal à M1 au carré V1 au carré moins M1 M2 V2 au carré. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Égalisons les deux équations, 3 égale 4, ce qui nous donne, donc, le M1 au carré V'1 au carré va disparaître, donc il ne me reste qu'une seule inconnue qui est V2. V2 égale donc à 2M1 V1 sur M1 plus M2. Et vous n'avez qu'à refaire ce calcul et vous verrez si c'est bien ça. Deuxième collision. Calcul de la vitesse acquise par la bille M3 qui a été heurtée par M2. Là aussi, on applique les principes de la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique. Donc, avant le choc, on avait la bille M2 qui a une vitesse V2. Une fois qu'elle heurte M3, sa vitesse change et devient V2', et la bille M3 acquiert une vitesse V3. La quantité de mouvement avant le choc est égale à la quantité de mouvement après le choc, exprimée en fonction de V et M, la voici. Donc, vectoriellement, cette relation vectorielle est équivalente à cette relation algébrique, puisque toutes les vitesses ont la même direction. Donc, M2V'2, c'est égal à M2V2 moins M3V3. Ça, c'est l'équation 5. Dès le départ, je vous dis que là, je vais refaire exactement ce que j'ai fait dans la première collision, c'est-à-dire la même démarche. La conservation de l'énergie cinétique est exprimée par cette équation. Je vais élever 5 au carré. Je multiplie 6 par M2 pour me débarrasser de V'2. Une fois égalisé ces deux équations, 7 et 8, donc V'2 disparaît et il me reste comme inconnu V3. V3 c'est égal à 2M2V2 sur M2 plus M3. Ça c'est la vitesse acquise par la bille M3 une fois qu'elle est heurtée par la bille M2 qui a été heurtée avant par M1. Ce qu'on nous demande maintenant, il faut calculer pour quelle valeur de M2 M3 acquiert une vitesse maximale. Nous venons de trouver que V3 est égal à 2M2V2 sur M2 plus M3.
mais seulement ici V3 est fonction de M2 et de V2. V2, c'est une inconnue, c'est celle que nous allons chercher, et M2, c'est une variable, puisque V3 est fonction de M2 et V2, c'est-à-dire varie en fonction de M2 et V2, mais en même temps, V2 varie en fonction de M2. Donc nous avons ici une fonction dans une autre fonction. Remplaçons V2 par sa valeur calculée précédemment, soit V2. Donc la première collision, on avait trouvé cette valeur. Donc on va remplacer ici dans V3, V2 par cette expression-là. Voilà ce que nous allons obtenir. V3 c'est égal à 4M1 M2V1 sur M1 plus M2 facteur de M2 plus M3. Et je vous conseille à chaque fois de refaire par vous-même les calculs. Donc là, j'ai V3 en fonction de M2. Maintenant, je suis capable de répondre à la question. Cherchons la valeur de M2 pour que V3 soit maximal. Revient à étudier cette fonction mathématiquement. Je pose M2 égale X et V3 égale Y. Donc, je peux écrire cette équation sous la forme Y égale ça. J'ai remplacé M2 par X et V3 par Y. Donc, c'est comme étudier une fonction mathématique. Dérivons l'équation Y égale f de x pour obtenir. Alors là, pourquoi je dérive? Parce qu'il faut avoir en tête qu'une fonction atteint son maximum lorsque sa dérivée s'annule. Donc voilà la dérivée de y par rapport à x, et vous n'avez qu'à refaire les calculs en toute tranquillité. Finalement, voilà ce qu'on obtient. Après les simplifications nécessaires, on obtient la dérivée de y par rapport à x est égale à 4m1v1, m1m3 moins x au carré sur m1 plus x le tout au carré, facteur de x plus m3 le tout au carré. Y atteint sa valeur maximale quand sa dérivée s'annule. C'est-à-dire, je cherche pour quelle valeur de x cette dérivée va-t-elle s'annuler. Cette équation s'annule si ce numérateur s'annule. Si m1, m3 est égal à x au carré, ça devient 0, ça veut dire que toute l'équation, tout ce membre-là, est égal à 0. Et voilà, dy sur dx égale 0 nécessite que m1 fois m3 moins x au carré égale 0. Et là, on trouve x égale m2, c'est égal à la racine carrée de m1, m3. Voilà la valeur de m2 pour laquelle m3 acquis une vitesse maximale. Quelle est cette valeur V3 maximale? Il suffit de remplacer M2 par cette valeur-là dans l'équation 9 et vous n'avez qu'à refaire les calculs. C'est un exercice très intéressant et bien sûr, il y a de la physique et il y a des mathématiques. Et il n'y a pas de physique sans mathématiques. Voilà, c'est tout pour ce cours aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain cours sur le travail et l'énergie, qui sera le 8e et le dernier cours de ce chapitre. Vidéo numéro 39. Nous discuterons des courbes d'énergie potentielle, les forces non conservatives et enfin, exercice corrigé. Alors d'ici là, je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ces cours vous semblent intéressants. Salut et à bientôt.